Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un article que je trouve intéressant de The American Journal of Medicine qui prend pour titre l'hypnose, le traitement le plus effectif, le plus efficace que vous pouvez prescrire. Ça a été publié en novembre 2020, donc ça a 2 ans, et il y a certains éléments de l'article que je pense vraiment cool pour nous à prendre en compte et peut-être pour encore donner plus de validité à notre méthode, et pour les copains qui sont infirmiers, qui ont fait leur DU d'hypnose ou médecins, pour tenter un petit peu de convaincre leur hiérarchie. Et Dieu sait que c'est compliqué, sachant que le monde médical actuel est complètement fermé par rapport à cette notion pour la plupart. C'est les retours que vous me faites souvent. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description de partager cet article-là. Donc, je reprends quelques éléments que j'ai trouvé vraiment cool. Déjà, la définition. C'est une définition que j'ai lue à plusieurs reprises dans pas mal d'articles et que sincèrement, je pense que je vais reprendre de plus en plus moi pour expliquer et définir ce qu'est l'hypnose. Donc, c'est un article qui date de 2014 et ça a été édité dans l'American Psychological Association. Donc, l'hypnose est un état de conscience, hormis le mot état de conscience que je trouve un peu complexe à définir. Ce qui suit, je le trouve intéressant, impliquant une attention focalisée et une conscience périphérique réduite, caractérisée par une capacité accrue de réponse à la suggestion. Et régulièrement, moi, l'idée que je dis, c'est la transe est un lien entre le conscient et le subconscient qui permet une sélectivité de l'information, c'est-à-dire réduire la conscience périphérique pour optimiser la focalisation et la réponse à la suggestion. Donc on est à peu près dans les mêmes notions. Je trouve que la définition est chouette, puis elle est peut-être un tout petit peu plus actuelle. Après, il faudrait peut-être s'interroger sur ce qu'est un état de conscience, voir actuellement comment en psychologie on définit un état de conscience, sachant que moi j'ai toujours un peu de mal avec ce mot-là, sachant que je ne sais pas trop ce qu'est un état, je ne sais pas trop ce qu'est la conscience. Il faudrait revoir aujourd'hui comment ça peut être partagé. Autre point que j'ai trouvé chouette, donc il nous réexplique un petit peu comment ça fonctionne. Les changements observés pendant l'hypnose comprennent une réduction de l'activité dans la partie dorsale du cortex cingulaire antérieur et de la connectivité entre le cortex préfrontal et l'insula. Donc ça nous donne un petit peu de notions bio. Des éléments que je trouve chouettes et qui mettent en avant, c'est au sujet des sceptiques. Donc bien sûr que dans le monde médical, il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques de l'hypnose. En dehors, ça semble encore plus normal, sachant comment les shows et autres peuvent parfois orienter l'imagerie qu'on se fait de cette discipline. Ils disent, les sceptiques décrivent l'hypnose de l'une des 3 façons suivantes: contrôle mental dangereux, farce inefficace, en gros blague quoi, ou placebo. L'hypnose est souvent considérée comme une perte de contrôle et donc comme dangereuse, alors qu'il s'agit en fait d'un moyen puissant d'apprendre aux patients à contrôler leur esprit et leur corps. Et là on le sait, si on reprend cette cohérence que toute hypnose est issue d'une auto-hypnose de la personne, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Autre point, et là je pense que c'est le plus intéressant de l'article, c'est quelques lignes. L'hypnose n'est pas efficace en présence d'affection ou d'infection, je pense que c'est plutôt la traduction, tel qu'un accident vasculaire cérébral ou une schizophrénie, ni en cas d'altération de l'attention focalisée ou du traitement du langage. Alors, après le problème, bien sûr, c'est toujours le rapport empirique versus les études. Donc là, je vous parle d'exception et pas de généralité, et eux vont vous parler de généralité. Pour le traitement du langage, moi j'avais eu des feedbacks intéressants. Bien sûr, pas sur tout le monde, pas tout le temps, etc. Donc peut-être qu'effectivement, c'est une discipline qui n'est pas optimum et autant faire autre chose pour pas faire perdre de temps à nos partenaires. Pour la schizophrénie, il est vrai que c'est quelque chose qui est assez souvent dit dans les ouvrages. Si le psychotique est
traiter un petit peu, et donc bien sûr, hein, c'est un psychiatre qui vous l'envoie. Il y a des choses intéressantes à faire avec la schizophrénie, avec l'hypnose et avec tout un travail médicamenteux. Pour les AVC, je veux pas m'avancer. En fait, j'ai eu des personnes qui ont eu des AVC. On a eu des travaux dessus. Je peux pas dire que ce soit l'hypnose qui ait fait quelque chose dans l'amélioration de l'état. Donc, effectivement, à cogiter, c'est normal. Hein, il y a quand même des parties du cerveau qui peuvent être vraiment touchées. Et altération de l'attention focalisée. Ça semble assez cohérent. Je l'avais eu avec des personnes qui étaient assez high dans différentes problématiques psychiques. Et c'est vrai que si la personne n'arrive pas à se focaliser sur vos gestes, votre voix, et qui déconnecte constamment, ce qui arrive assez souvent avec certains psychotiques, c'est vrai que c'est très très chaud. Donc voilà, je trouve que c'est sympa, c'est un petit peu les limites qu'ils mettent de l'hypnose. Bien sûr, on peut avoir des exceptions, mais pour l'instant, d'un point de vue générique, en 2020, c'est un petit peu l'idée qu'ils ont, en tout cas dans cet article. L'hypnose est plus puissante que le placebo, bien que l'attente d'un patient soit un facteur modérateur, et l'effet placebo est bloqué par l'administration de naloxone, alors que l'analgésie hypnotique ne l'est pas. Ça, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas comment fonctionne le naloxone, mais en tout cas, je trouve que cet argument peut être vraiment intéressant. 2. Les revues sur l'hypnose en médecine interne sont impressionnantes, avec une efficacité démontrée pour les migraines, donc gestion des douleurs, gestion des migraines, pour le syndrome du côlon irritable et l'anxiété. L'anxiété, je vous avais déjà parlé de ça avec 80, je crois plus de 85% de réussite à un meilleur état après des sessions d'hypnose que ceux qui n'en ont pas vécu. L'hypnose améliore la douleur liée à la procédure et à la détresse émotionnelle et réduit la consommation de médicaments jusqu'à 40%. C'est quand même assez génial. Et ce qui est cool dans cet élément de l'article, c'est qu'on a aussi bien la douleur physique que bien sûr la douleur psychique, émotionnelle. En bref, si l'hypnose était un médicament, elle ferait partie des soins standards. Les internistes devraient prescrire l'hypnose particulièrement lorsqu'elle surpasse la norme des soins actuels en termes de sécurité et d'efficacité, comme dans le cas des opioïdes et des sédatifs. Je trouve que c'est absolument cool. Ce petit article, il est vraiment sympa. Après, il nous parle des vidéos d'hypnose en ligne pour gérer l'anxiété et l'insomnie qui compte 15 à 19 millions de vues. L'hypnose médicale est tout à fait acceptable pour les patients. Donc, c'est vraiment des arguments qui peuvent être très cool à partager. Voilà, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Je trouve que c'est chouette ce genre d'études là parce que ça donne déjà des cas très précis, ça donne des éléments sur lesquels réellement aujourd'hui, là où on en est, hein, donc en 2020, ça se trouve en 2 ans on a encore eu d'autres études sympas, mais pour l'instant je les ai pas. On a des feedbacks cool, on a déjà eu des méta-analyses que je vous ai déjà partagées qui nous donnent des bons feedbacks. Ça peut aider donc pour les copains qui sont bien sûr en hôpitaux, en clinique, etc. Pour nous, indépendants, ça peut aussi se dire, tiens, je peux travailler sur des personnes qui ont un syndrome du côlon irritable, bien sûr sur les migraines, tiens, sur l'anxiété, je peux avoir confiance dans ma méthode parce que c'est quelque chose qui apporte du bien. Pour les personnes qui sont sous médication, peut-être permettre bien sûr en association avec son médecin traitant de voir si la gestion hypnoanalgésie, hypnoanesthésie de la douleur avec l'hypnose peut être quelque chose de cohérent pour lui, pour réduire justement la médication et qu'il n'y ait pas d'addiction trop forte. Voilà un bel article, et bien sûr si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Et voilà, ciao.